Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc tout d'abord, merci d'être présents cet après-midi avec nous pour ce nouveau webinaire Atlanchim Pharma qui sera consacré, comme son titre l'indique, à la chimie du noyau isoquinoléine. Donc nous allons illustrer la chimie de ce noyau isoquinoléine à travers des travaux récents, principalement issus de publications en chimie médicinale. Alors nous avons choisi un certain nombre de travaux qui caractérisent d'une manière générale assez bien les réalisations que nous faisons au fil des contrats pour nos clients et qui illustrent aussi très bien les difficultés et les problèmes que nous avons pu résoudre dans ce domaine de cette chimie du noyau isoquinoléine. Alors, le choix de cette thématique, c'est pas innocent puisque, comme vous le savez tous, la chimie hétérocyclique est vraiment très importante, en particulier en chimie médicinale. Et nous avions, il y a quelque temps, déjà présenté un webinaire Atlanchim Pharma qui, lui, avait été consacré à la préparation de pyrazole polysubstitué. Alors, le replay de ce webinaire est accessible sur la chaîne YouTube avec ce lien et il est accessible d'ailleurs comme tous les autres webinaires Atlanchim Pharma. Alors, toujours dans ce domaine de la chimie hétérocyclique, nous avons plus récemment édité une lettre scientifique Atlanchim Pharma qui, elle, avait été consacrée aux méthodes, disons, traditionnelles pour synthétiser des structures de type quinoléine polysubstituée. Et cette lettre scientifique est elle aussi disponible sur le site de notre société, comme d'ailleurs toutes les autres lettres Atlanchim Pharma. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la chimie du noyau isoquinoléine. Alors après un certain nombre de généralités, nous verrons plusieurs points qui nous ont semblé importants. Donc, un point concernant tout ce qui concerne les réactions de fonctionnalisation de ce noyau isoquinoléine. Nous verrons aussi quelque chose qui nous semble vraiment important, qui est très intéressant, c'est le passage par des structures de type 1,3-dichloroisoquinoléine. Nous reviendrons sur les méthodes plus traditionnelles, les méthodes dites historiques, et nous ferons aussi un petit focus sur la catalyse organométallique, principalement la chimie du palladium, qui permet d'accéder de manière efficace, comme on le verra, à des structures de type isoquinoléine. Et ensuite, nous terminerons par une courte conclusion. Alors, si on reprend les différents éléments de ce plan, donc nous allons nous attarder brièvement sur les généralités. Alors, en termes de généralité, vous avez ici la structure de l'isoquinoléine avec sa numérotation. Donc ici, vous avez le carbone 1 et les autres carbones qui sont numérotés comme c'est présenté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi bien pour l'isoquinoléine que pour la quinoléine, eh bien, l'azote de ces hétérocycles est faiblement basique, puisque la forme protonée a un pK qui est relativement moyen, puisque on peut considérer ça comme des acides relativement faibles, avec un pK pour la forme protonée de l'isoquinoléine qui est de 5,40, donc c'est quand même très proche du pK qu'on observe pour le pyridinium, à la forme protonée de la pyridine, où on a un pK qui est de l'ordre de 5,23. Alors maintenant, si on regarde plus précisément l'aspect réactivité, eh bien on va se rendre compte que ce noyau isoquinoléine, c'est en quelque sorte la superposition de la réactivité de la chimie du benzène avec des réactions de substitution électrophile aromatique. Le benzène, c'est un noyau qui est relativement riche en électrons, et aussi des réactions de substitution nucléophile aromatique sur le système pyridinique, puisque dans ce cas-là, on va avoir un noyau aromatique qui sera appauvri en électrons, donc des réactions de substitution nucléophile, et aussi quelque chose qui est vraiment intéressant et qu'on voit largement exploité dans le cas de la pyridine, c'est le passage vers une N-oxyde qui permet bien de faire des réactions particulièrement intéressantes qu'on reverra là aussi dans le cas de l'isoquinoléine. Alors,
Quand on regarde maintenant un autre aspect qui est là aussi relativement important, qui est qu'est-ce qui se passe en termes de réactivité si on veut faire une overview très synthétique, eh bien, c'est ce qu'on a, disons, présenté dans ce qui est encadré et ce que vous avez sous les yeux. C'est que si on regarde le cycle benzénique, eh bien, on verra que pour les réactions de substitution électrophile aromatique, on aura une position 5 qui sera excessivement réactive, et ce qui va conduire principalement à des réactions qui seront totalement régiosélectives. Alors maintenant, s'il y a déjà un substituant présent sur cette position 5, eh bien la position 8 est aussi réactive dans le cadre des substitutions électrophiles aromatiques, donc on pourra substituer cette position, donc ce qui permet de faire des réactions de manière très propre et très régiosélective. Donc on verra ça à travers un certain nombre d'exemples. Alors maintenant, si on regarde plus précisément le cycle pyridinique, eh bien on verra que c'est la position 1 qui est la plus réactive vis-à-vis des nucléophiles et aussi la plus réactive quand on passera par un dérivé de type N-oxyde. Alors, si on compare un peu avec ce qui se passe en série, cette fois-ci, quinoléine, eh bien, on voit que dans la série quinoléine, c'est bien plus difficile de fonctionnaliser ce cycle, cet hétérocycle, puisque tout simplement, quand on regarde les réactions de substitution électrophile sur le cycle benzénique, eh bien, on voit que les positions 5 et les positions 8, dans ce cas-là, eh bien, ont quasiment la même réactivité. Donc, ça conduit malheureusement à des mélanges. Donc, on va voir ça sur une série d'exemples. Donc, on va s'intéresser maintenant à la fonctionnalisation via des réactions de substitution électrophile. Et les premiers exemples qu'on va examiner ensemble, eh bien, ce sont des exemples de nitration, donc une nitration électrophile, en particulier de cette 6-isoquinoléine. Donc là, on retrouve les conditions de nitration classiques qu'on voit en chimie aromatique, par exemple sur des dérivés du benzène, donc de l'acide nitrique concentré, l'acide sulfurique concentré. Donc dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord protoner ici cet azote pour avoir la forme protonée de cette isoquinoléine. Dans ces conditions, on va former l'espèce électrophile qui est l'ion nitronium. Et comme on l'a indiqué juste à l'instant, eh bien, on aura uniquement une nitration régiosélective qui va se faire en position 5. Alors par la suite, eh bien, il y a eu une étape de réduction chimiosélective où on a réduit le groupement nitro en dérivé de type aniline par du fer dans l'acide acétique. Et on voit ici qu'on a une ration qui est chimiosélective. On n'a pas d'hydrogénolyse de la liaison carbone-brome, ce qui sera important pour la suite, puisque cette liaison carbone-brome sera engagée dans des réactions de type couplage de style, avec des hétérocycles comportant un motif triméthylétain, et tous ces dérivés ont été utilisés dans des évaluations en tant qu'inhibiteurs de kinase pour le traitement du cancer. Alors maintenant, si on regarde cet autre exemple qu'on verra un peu plus tard, avec cette structure de type 1,3-dichloroisoquinoléine, et bien là, on voit qu'on a des substituants sur le cycle pyridinique. Et si on reprend les mêmes conditions que celles qu'on vient de voir, on aura là aussi une réaction de nitration qui sera totalement régiosélective en position 5. Donc, qui montre bien l'intérêt de ces fonctionnalisations en série isoquinoléine. Alors, un autre exemple qui est vraiment souvent utilisé en chimie médicinale pour préparer des produits d'intérêt. Et c'est une séquence qu'on a souvent vue dans des publications récentes, c'est de partir de l'isoquinoléine et faire une réaction de bromation avec la M-bromosuccinimide. Donc c'est un agent qui est capable de donner un bromonium, donc un excellent électrophile. Donc là, cette réaction est faite dans l'acide sulfurique, donc on a toujours une protonation ici de l'azote pour avoir la forme protonée de l'isoquinoléine, et on a, une fois de plus, une réaction de substitution électrophile uniquement en position 5. Comme je l'avais indiqué auparavant, la position 5 étant fonctionnalisée, eh bien on peut faire dans un deuxième temps une réaction de nitration dans des conditions proches de celles qu'on vient de voir. Alors là, on n'a pas utilisé d'acide nitrique, mais du nitrate de potassium dans de l'acide sulfurique, et on va nitrer de manière totalement régiosélective dans cette position 8.
Alors ça, c'est une séquence qui est très efficace. La seule chose auquel il faut faire attention, c'est un contrôle strict de la température lors de la bromation électrophile, donc de cette quinoléine. Alors cette séquence, comme je l'ai indiqué à l'instant, a été utilisée dans la préparation de différents composés d'intérêt biologique. En particulier, quand on regarde le produit ainsi obtenu, on voit qu'on a un système ici aromatique qui maintenant va être fortement appauvri en électrons, dû à la présence ici du groupe nitro, mais aussi du cycle pyridinique qui va contribuer à rendre ce noyau ici déficient en électrons. Donc on va pouvoir faire des réactions de substitution nucléophile aromatique, en particulier comme dans l'exemple ici avec des thiols. Alors c'est vrai que quand on regarde ces réactions de substitution nucléophile aromatique, on pense tout de suite à des dérivés qui doivent comporter un atome de fluor, qui est très important pour stabiliser le complexe de Messenheimer, qui est la première étape et l'étape limitante dans ce processus. Mais le noyau aromatique ici était tellement appauvri en électrons qu'un atome de brome convient tout à fait. Et il y a eu tout un tas de composés qui ont été synthétisés utilisant donc cette réaction de substitution nucléophile sur cette base isoquinoléine. Et ce sont des produits qui par la suite ont été évalués comme inhibiteurs de l'ARN polymérase de la grippe A, H1N1. Alors, il y a aussi toujours en utilisant ce composé d'autres choses qui ont été décrites dans la littérature et quelque chose qui est relativement astucieux, c'est qu'à partir de ce composé, les auteurs ont fait une réaction à la fois d'hydrogénation, donc de réduction du groupement nitro en aniline et d'hydrogénolyse de la liaison carbone-brome pour obtenir l'aniline correspondante qui ensuite a été engagée dans une réaction pour former le sel de diazonium et ensuite est arrivée une réaction classique de Sandmeyer pour former ici ce dérivé bromé en position 8. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'on a pu fonctionnaliser la position 8, mais comme la position 5 est la plus réactive, eh bien, elle a été dans un premier temps protégée en quelque sorte par cet atome de brome qui a été, disons, coupé par hydrogénolyse par la suite. Donc, dans cette chimie, il y a tout un tas de choses qui sont décrites dans la littérature et qui montrent bien l'efficacité de ces réactions en termes de régiosélectivité quand on veut travailler sur le cycle benzénique. Alors, il y a une autre réaction qui est aussi intéressante qu'on pense être une réaction de substitution électrophile aromatique en série isoquinoléine, et ce n'est pas du tout le cas. C'est une réaction, comme on va le voir, qui est une réaction d'addition-élimination, et cette réaction d'addition-élimination se fait de la façon suivante, et on a choisi comme exemple cette isoquinoléine dichlorée. Donc on va la traiter dans l'acide acétique comme solvant par du brome, Br2, à 110 degrés, et on va introduire maintenant un atome de brome en position 4 sur le cycle pyridinique. Alors c'est un mécanisme qui est très particulier et qui est tout à fait classique dans la chimie de l'isoquinoléine. Alors ça se passe de la façon suivante. Dans un premier temps, il y a une protonation ici de cet azote. Ensuite, il y a un ion Br-, donc un bromure qui va venir attaquer le carbone 1, qui est le carbone le plus réactif. On va obtenir ce premier intermédiaire, et là, comme vous pouvez le voir, on va dégager une énamine, et cette énamine va réagir avec Br2 pour conduire à cet iminium qui va se réarranger en expulsant un ion H+, et on obtient ce troisième intermédiaire qui va éliminer une molécule de HBr pour conduire au produit bromé en position 4. Alors ça, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant parce que ça permet d'introduire un brome dans cette position et tous ces atomes d'halogène sont très souvent utilisés par la suite, principalement dans des réactions de couplage palladier. Donc c'est vraiment important de pouvoir, de manière régiosélective, introduire des halogènes, principalement du brome, dans différentes positions pour pouvoir ensuite, en quelque sorte, habiller ce noyau isoquinoléine. Alors maintenant, on va voir une autre façon de procéder concernant ces réactions de fonctionnalisation. Et comme dans le cas de la pyridine, on va passer via un intermédiaire de type énoxyde. Et là, vous avez un exemple sous les yeux où, à partir de cette 6-bromo-isoquinoléine,
on va la traiter par du MCBBA, donc on va préparer le N-oxyde correspondant, et ce dernier va être traité par POCl3 dans du dichloroéthane à 80 degrés, et on va obtenir uniquement l'introduction du chlore sur le carbone 1, qui est le carbone le plus réactif. Alors ici, on a une plateforme qui contient 2 halogènes, qui va être ensuite utilisée dans 2 réactions séquentielles catalysées par le palladium. Donc la première, c'est une réaction de thiopaladation. Donc on va traiter ce dérivé chloré-bromé par ce mercaptobenzyle dans des conditions classiques de palladation, hein, et on va obtenir ici le thiobenzyle correspondant. Alors là, ça mérite un commentaire qui est le suivant. On retrouve souvent sur des plateformes hétérocycliques souvent des situations où on a 2 types d'halogènes, souvent un chlore et un brome, et dans certains cas, c'est le chlore qui est le plus réactif vis-à-vis de réactions catalysées par le palladium. Ce qui aurait pu être le cas ici, parce qu'il faut se rendre compte que quand on fait de la catalyse avec du palladium, hein, réaction de Suzuki ou autre, la première étape est l'insertion du palladium dans la liaison carbone-halogène, et cette réaction équivaut à une réaction de type substitution nucléophile. C'est-à-dire que plus l'hétérocycle est déficient en électrons, plus l'halogène qui est sur cet hétérocycle sera réactif. Et dans certains cas, on voit une inversion de réactivité, où c'est le chlore qui est plus réactif que le brome, ce qui apparemment n'est pas le cas dans l'exemple que vous avez sous les yeux, bien que le rendement reste, somme toute, relativement modeste. Les auteurs donc arrivent à insérer le soufre donc en position 6. Ensuite, on va avoir une réaction qui est la suivante. On va traiter ce thiobenzyle par cette dichloroédantioïne, et on va pouvoir ainsi transformer ce thiobenzyle en chlorure de sulfonyle, hein, de manière très efficace. Et ce chlorure de sulfonyle va être engagé dans des réactions de couplage avec un très large panel de dérivés aminés, amino-aromatiques et hétéroaromatiques, de telle manière à avoir ici introduction d'une fonction sulfonamide avec différents substituants ici. Et dans un deuxième temps, l'atome de chlore, lui, va être impliqué dans des réactions de type Suzuki avec des acides ou des esters boroniques pour introduire une très grande variété de systèmes aromatiques substitués. Alors ça, c'est un travail qui est vraiment très intéressant, et les auteurs qui ont décrit ces travaux ont fait une multitude de composés de ce type, et ces composés ont été ensuite évalués dans le traitement de la douleur. Ce sont des antidouleurs, hein, et c'est des choses qui ont été développées par le groupe Abbott aux États-Unis, et qui montrent bien un petit peu l'intérêt aussi de démarrer une synthèse d'isoquinoline polyfonctionnalisée en utilisant la chimie des N-oxydes, comme d'ailleurs on l'utilise dans la chimie de la pyridine de manière plus classique. Alors, un autre exemple aussi qui est intéressant, qui concerne toujours la même structure, hein, cette 6-bromo-isoquinoléine. Donc, comme précédemment avec le MCBBA, on va synthétiser le N-oxyde correspondant. Et là, ce N-oxyde va être traité par un réactif, hein, qui est bien connu dans la chimie du fluor quand on veut introduire un motif CF3. Hein, c'est le réactif de Rupert-Prakash. Donc, ce composé, cet N-oxyde mis en contact avec le réactif de Rupert-Prakash dans le THF en présence de tamis moléculaires, va conduire à la formation de cet intermédiaire. Alors, si on regarde un peu ce qui se passe, c'est typique de la chimie du réactif de Rupert-Prakash, c'est-à-dire que le N-oxyde va réagir comme nucléophile sur le silicium pour former un NAD complexe. Donc on se retrouve ici avec un silicium qui est pentacoordonné, et une fois que ce silicium est pentacoordonné, il va avoir la capacité à transférer, dans ce cas-là de manière intramoléculaire, un motif CF3- sur la position C1, qui est la plus réactive,
pour obtenir ce composé. Et je vous rappelle que cette action de transfert est très importante puisque l'anion Sève3- a aucune stabilité. Dès qu'il est formé, eh bien, il se décompose en difluorocarbène et en ion fluorure. Donc on forme ce premier intermédiaire et ensuite, eh bien, les auteurs ont additionné une base forte, en l'occurrence TBUOK, qui est venu arracher ici cet hydrogène, basculement de la liaison, et il y a un départ ici eh bien, d'un silanolate de potassium, et on arrive à préparer ce type de dérivé ici, qui est un dérivé fluoré qui est très important, puisqu'il rentre dans la synthèse du variglurax, qui est un composé qui est en phase clinique avancée dans le traitement de la maladie de Parkinson. Donc, ce qui montre en quelque sorte un peu la richesse de cette chimie lorsqu'on passe par des dérivés de type énoxyde. Alors maintenant, on va faire un petit focus sur une plateforme qu'on a trouvée vraiment intéressante et qui conduit à une chimie très riche quand on veut obtenir des isoquinolines polyfonctionnalisées. C'est l'utilisation d'une plateforme de type 1,3-dichloroisoquinoléine. Donc vous avez cette structure ici sous les yeux, et c'est une structure qui est vraiment intéressante parce que vous avez ici deux atomes de chlore en position 1 et en position 3 qu'on va pouvoir, disons, faire réagir de manière séquentielle parce qu'ils ont des réactivités qui sont très différentes. Ici, ce chlore est très réactif, celui-ci est peu réactif, donc on aura une chimiosélectivité lorsqu'on va, par exemple, utiliser des réactions séquentielles. Et il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est la présence de cet hydrogène en position 4, qui a un caractère légèrement acide, donc avec des bases fortes, on va pouvoir l'arracher, et comme ça on pourra, disons, fonctionnaliser cette position 4. Et ensuite, comme on va le voir, on peut préparer ce type de plateforme avec tout un tas de substituants déjà en place sur le cycle benzénique. Alors la synthèse de ces composés est relativement simple. Là, vous avez un exemple avec l'acide homophthalique. Donc l'acide homophthalique va être traité avec de l'hydroxyde d'ammonium. On va synthétiser dans un premier temps le dicarboxylate d'ammonium correspondant, et ce dernier va être chauffé dans un solvant à point d'ébullition élevé, de telle manière à obtenir très facilement et de manière efficace l'homophtalimide correspondante, qui elle-même va être traitée par du dichlorure de phényl phosphonique pour obtenir eh bien, la plateforme 1,3-dichloroisoquinoléine. Alors là, c'est pareil, comme on a une différence de réactivité entre ces deux atomes de chlore, eh bien, il y a tout un tas de réactions de déshalogénation chimiosélectives qui sont possibles. Vous en avez un exemple ici sous les yeux. On prend le composé dichloré, on le traite avec de l'étain en poudre, en présence d'acide acétique et d'HCl à 60 degrés, et on a une réaction de déchloration totalement régiosélective qui va avoir lieu sur le carbone C1, qui est le carbone le plus réactif. Alors maintenant, il y a d'autres façons d'accéder à ce type de plateforme. Il y a une voie d'accès à partir de systèmes de type indanone. Donc vous avez des indanones qui sont fonctionnalisés sur la partie benzénique. Vous en avez un exemple ici avec cet indanone fluoré. Donc, dans un premier temps, cet indanone va être traité avec du nitrile d'isoamyle dans l'éther avec de l'HCl gazeux. Donc, on va former dans un premier temps l'ion, le cation nitrosyl ou nitrosonium, qui va venir réagir sur la forme ménolique de cette cétone pour conduire à cette alpha-cétooxyme. Et cette alpha-cétooxyme eh bien, va être traitée par POCl3, PCl5 saturé en HCl pour obtenir eh bien, le motif 1,3-dichloroisoquinoïl souhaité. Alors du point de vue mécanistique, comment ça se passe? Eh bien sans doute ici un ion H+ va venir protoner cette OH de cet oxyme. On va former un oxonium, donc c'est-à-dire un excellent groupement partant. On va avoir l'atome de chlore qui va venir attaquer ici le carbone du carbonyle, donc Cl- attaque ici. On a ici une fragmentation de cette liaison carbone-carbone qui va se basculer ici et qui va conduire à l'expulsion d'une molécule d'eau. Et on obtient comme intermédiaire, cet intermédiaire qui, formé dans le milieu réactionnel, va être cyclisé sous forme de ce motif 1,3-dichloroisoquinoléine.
Alors c'est pareil, il y a tout un tas de chimie qui est possible. On va retrouver dans d'autres conditions la réaction de désalogénation. Alors cette fois-ci, et c'est très utilisé, hein, c'est l'utilisation de phosphore rouge dans un mélange acide acétique HI-aqueux. Donc on va faire, comme précédemment, une réaction de désalogénation régiosélective. Et ensuite, ce dérivé chloré en position 3 va être engagé dans une réaction d'amination palladier classique, hein, de type Buchwald-Hartwig, avec ici cette 6-aza-indole pour conduire à ce composé avec d'excellents rendements. Donc on a pu ici fonctionnaliser la position 3 avec ce motif 6-aza-indole. Alors tous ces composés-là ont trouvé un intérêt dans l'étude de la pathologie de la maladie d'Alzheimer, hein, puisque ce sont des composés qui ont été utilisés pour l'imagerie par émission de positons, hein, la tomographie par émission de positons, et les auteurs, bien sûr, ont utilisé non pas un fluor 19 comme c'est présenté ici, mais un fluor 18. Alors il y a aussi d'autres réactions qui sont possibles, qu'on avait déjà mentionné au tout début de ce paragraphe, c'est l'acidité assez particulière de cet hydrogène. Donc là, vous avez une séquence qui est vraiment très intéressante, hein, où on va traiter ce composé par du LDA, donc une base forte. On va faire le lithien correspondant en position 4, qui va être piégé par I2, donc on va obtenir intermédiairement le dérivé iodé, et ce dérivé iodé, eh bien, va subir une réaction d'échange halogène métal, donc on va le traiter par du chlorure d'isopropyl magnésium en présence du complexe CuBr diméthylsulfure pour conduire au cuprate correspondant, et ce cuprate va être piégé par ce chlorure d'éthyle oxalate pour conduire à cet alpha-cétoester. Donc l'alpha-cétoester va être réduit par NaBH4, et voyez, pour cette séquence de 3 étapes, eh bien, on a un rendement qui est de l'ordre de 40-50%. Donc, ce qui montre bien l'efficacité de cette stratégie. Ensuite, cette fonction alcool de cet alpha-hydroxy-ester va être protégée sous forme d'éther terbutylique. Et ensuite, eh bien, on va faire un couplage séquentiel de Suzuki, donc on va en faire 2. Premier couplage de Suzuki, eh bien, sur le carbone 1, qui est le carbone le plus réactif. Donc les auteurs ont utilisé un nombre très important de dérivés de type ester ou acide phosphonique dans des conditions de couplage Palladier-Suzuki classique à 90 degrés. Donc ils ont pu fonctionnaliser cette position 1 de manière très efficace. Et ensuite, un deuxième couplage de type Suzuki a eu lieu, cette fois-ci en position 3, avec là aussi un très grand nombre d'acides boroniques ou d'esters boroniques. Alors là, c'est bien plus dur, vous voyez, il faut avoir des températures bien plus élevées, hein. C'est moins réactif, puis aussi c'est bien plus encombré. Et ainsi, ils ont pu synthétiser une très large librairie de ce type de composés avec des groupements aromatiques et hétéroaromatiques divers et variés en position 1 et en position 3. Donc là, vous avez un exemple de produits ainsi obtenus, hein, et tous ces composés ont été par la suite évalués dans le cadre de la recherche de nouveaux inhibiteurs allostériques, hein, de l'intégrase du VIH. Alors maintenant, on va revenir à des méthodes qui sont, disons, un peu plus classiques, hein, ce qu'on appelle quelquefois les méthodes historiques, hein. C'est pas parce qu'elles ont 100 ans qu'elles sont un peu désuètes, elles ont toujours raison d'être, hein. Elles ont été parfois améliorées, et on va en voir quelques-unes, et on va voir un peu quels sont leurs défauts en quelque sorte, et comment on peut quelquefois les utiliser ou surmonter les difficultés initiales avec ces méthodologies, comme on va le voir dans les exemples qui vont suivre. Alors la première qu'on va examiner, c'est la synthèse de Bichler-Napieralski. Donc dans cette synthèse de Bichler-Napieralski, eh bien, on part de structures de type 2-aryl-éthylamide, donc des composés de ce type, qui vont être traités soit par de l'anhydride triflique, soit par PCl3, voire PCl5. Donc on va passer par un premier intermédiaire. Alors selon l'activation, ça sera un iminosulfate
ou un iminophosphate. Alors, d'une manière générale, ça a été montré via des études mécanistiques que ces types d'intermédiaires vont conduire à ce nouvel intermédiaire qui est un nitrilium. Et ce nitrilium eh bien, va subir une réaction de cyclisation électrophile intramoléculaire. Alors ça montre quand même un certain nombre de commentaires. Pour que la réaction soit vraiment efficace, il faut bien sûr que dans ce cadre-là, vous ayez un noyau aromatique qui soit suffisamment riche en électrons. Et en particulier, si vous avez en position méta de votre chaîne éthylamide eh bien, un groupement donneur d'électrons, eh bien, vous allez avoir une densité électronique qui sera renforcée dans cette position où a eu lieu la cyclisation. Donc, vous aurez obligatoirement des réactions qui seront plus aisées avec des rendements qui seront plus élevés. Alors, le problème de cette stratégie Bichler-Napieralski, c'est que vous n'obtenez pas tout de suite l'isoquinoléine, mais vous allez obtenir d'abord la déhydroisoquinoléine, et dans une deuxième étape, eh bien, il faudra faire une réaction de déshydrogénation. Pardon. Alors là, vous avez un exemple, hein, ils sont partis d'un 2-aryl-éthyl trifluoroacétamide, donc on traite d'abord par l'anhydride triflique à basse température, et ensuite l'intermédiaire obtenu est chauffé à 160 degrés sous irradiation micro-ondes, et on obtient la dihydroisoquinoléine. Hein, donc ce sont des rendements qui sont assez modestes, et ensuite arrive la deuxième étape pour faire la réaction de déshydrogénation, et en l'occurrence ici, les auteurs ont utilisé de l'oxyde de manganèse pour obtenir ce dérivé qu'on a vu tout à l'heure. Hein, c'était la première méthode pour obtenir le variglurax hein, dans les premières synthèses qui ont été publiées, qui sont vulgairement appelées souvent les synthèses de Paillasse. Hein, et pour avoir des possibilités de monter en échelle, eh bien, les auteurs par la suite sont passés via le réactif de Rupert-Prakash et le N-oxyde d'isoquinoline tel qu'on l'a vu auparavant. Alors, il y a maintenant une autre façon de s'y prendre hein, pour améliorer en quelque sorte cette méthode et pour pas avoir à faire une réaction de déshydrogénation, avoir directement l'isoquinoléine. Eh bien, c'est une méthode qui est dite de Pictet-Gams. Donc là, vous avez un exemple sous les yeux de cette stratégie hein, où on peut, dans ce cas-là, avoir directement l'isoquinoléine. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, dans cette méthode de Pictet-Gams, eh bien, il faut avoir ici en position benzylique, ici, un groupement de type alkoxy. Alors, c'est souvent des groupements de type O-méthoxy, O-éthoxy, voire alcool, qui sont par la suite des bons groupements partants. Et si vous soumettez ce substrat avec ici ce méthoxy en position benzylique dans des conditions typiques de la réaction de Bichler-Napieralski, eh bien vous arrivez directement à l'isoquinoléine sans passer par la case dihydroisoquinoléine. Alors le prix à payer, eh bien c'est synthétiser ce type de substrat. Eh bien comme vous pouvez le voir ici, c'est relativement efficace, bien qu'un peu long. Donc il suffit de partir avec un benzaldéhyde fonctionnalisé, comme c'est le cas ici. Donc, il y a un traitement avec du nitrométhane en présence d'acétate d'ammonium dans l'acide acétique à reflux. Donc ici, en alpha d'un groupement nitro en série alkyle, on a des hydrogènes qui sont relativement acides. Donc, on va faire l'anion correspondant qui va venir réagir sur l'aldéhyde pour conduire à un intermédiaire qui, par élimination d'une molécule d'eau, eh bien, va conduire à cet accepteur de Michael. Hein. Les nitroalcènes sont d'excellents accepteurs de Michael. Donc, on va ensuite enchaîner par une réaction de Michael hein, en traitant ce nitroalcène par du méthylate de sodium en présence de méthanol dans le THF. Donc, on a l'aduine Michael. Et ensuite, cet aduine Michael eh bien, va subir une réaction de réduction du groupement nitro en groupement amino. Hein. Alors, c'est vrai que les réactions de réduction des groupements nitro, c'est jamais très simple. Et on le voit ici, le rendement est somme toute relativement modeste. Et ensuite, eh bien, cette amine va être engagée dans une réaction de couplage. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre l'acide carboxylique,
on va l'activer en présence de carbonyl d'imidazole. Donc, on va obtenir intermédiairement le N-acyl-imidazole qui ensuite réagira dans un deuxième temps avec l'amine pour donner le substrat qui sera engagé par la suite pour faire l'isoquinoline tel qu'on vient de le voir à l'instant. Donc ça, c'est des réactions qui sont là aussi très intéressantes. Et il y a aussi d'autres méthodes. Hein. Il y a par exemple la méthode de Pomerantz-Fritsch. Alors là, c'est une méthode qui apparemment paraît comme ça très efficace, hein, puisque tel qu'on l'a décrit sur cette slide, eh bien, on va prendre un aldéhyde de type benzaldéhyde substitué, et en général, on va le traiter avec cette 2,2-diméthoxyéthylamine, avec une catalyse acide dans un appareil de Dean-Stark. Donc, dans un premier temps, on va former l'imine correspondante. En milieu acide, qu'est-ce qui va se passer? On va protoner un des deux méthoxy, on va obtenir cet oxonium avec le rabattement ici du doublet non apparié sur l'autre groupement méthoxy. On va avoir élimination de méthanol et formation d'un oxocarbénium. Et cet oxocarbénium va subir une réaction de substitution électrophile intramoléculaire. Donc, comme tout à l'heure, on a intérêt ici à avoir des systèmes aromatiques riches en électrons, et c'est bien mieux si on a dans cette position méta par rapport ici à cette fonction imine un groupement d'honneur. Eh bien, ça va faciliter bien sûr la réaction de cyclisation. On obtient cet intermédiaire de type Wieland qui va expulser pour aromatiser le cycle basénique un ion H+, qui va peut-être venir protoner ici ce méthoxy pour conduire à l'oxonium correspondant et à éliminer une molécule d'eau. Donc ça permet a priori d'avoir des isoquinoléines très facilement et de manière très efficace, mais il y a un talon d'Achille en quelque sorte, c'est la fragilité dans ces conditions de la fonction imine, et ça conduit souvent à tout un tas de réactions secondaires. Alors il y a tout un tas d'astuces qui concernent d'une manière générale un petit peu à masquer cette fonction imine. Donc on va avoir deux exemples qui sont très souvent vus dans la littérature. Il y a beaucoup de travaux qui reprennent en particulier la méthode que je vais vous décrire, qui consiste bien sûr à resynthétiser l'imine tel qu'on l'a vu tout à l'heure, mais vous voyez, l'imine va être synthétisée à partir de cette 2,2-diméthoxyéthylamine en présence de ce benzaldéhyde fonctionnalisé. Donc on a un reflux du THF dans un Dean-Stark, mais on n'a pas besoin de traces d'acide. Les réactifs les deux composés sont suffisamment réactifs pour former l'imine, et cette imine va être réduite par NaBH4 pour conduire à l'amine secondaire correspondante. Et dans un premier temps, cette amine primaire, cette amine secondaire va être traitée par le chlorure d'orthonitrobenzèle sulfonyle, de telle manière à obtenir ici un groupement de type sulfonamide. Et ensuite, le composé va être mis dans des conditions acides, de telle manière à reformer ici avec ce motif diméthoxy, l'oxocarbénium qui va pouvoir cycliser de telle manière ensuite à former la double liaison. Et une fois que cette double liaison est faite, dans ces conditions, avec ce groupement de type orthonosyle, on a une réaction d'élimination qui va conduire à la formation de la double liaison entre le carbone 1 et cet azote. Alors, il y a aussi une autre stratégie qui concerne à masquer en quelque sorte cette fonction imine d'une autre façon, c'est ce que vous avez sous les yeux. Donc on repart quasiment dans les mêmes conditions. On va former l'imine sans catalyse acide, et cette imine va être traitée par du chloroformiate d'éthyle. Donc on va obtenir l'iminocarbamate intermédiaire, et ce dernier va être traité par un nucléophile, et en l'occurrence de la triméthylphosphine. Donc on aura une addition de triméthylphosphine sur ce carbone, réarrangement de type Arbuzov, et on va obtenir ce composé avec cette partie carbamate et cette partie phosphonate. Et là, on va pouvoir faire la cyclisation non pas avec un acide de Bronsted, mais avec un acide de Lewis, qui va permettre de former la double liaison carbone-carbone ici. Et dans ces conditions opératoires, il y a à la fois une élimination
de cette partie et du phosphonate pour régénérer ici cette insaturation. Et on a, dans ce cas-là, directement la structure de type isoquinoléine. Alors, pour terminer, on va voir rapidement un petit peu des méthodes qui permettent un accès rapide aux isoquinoléines en utilisant principalement la chimie du palladium, mais on peut aussi utiliser, comme on le verra, la chimie de l'argent. Il y a aussi la chimie de l'or et aussi la chimie du cuivre qui permet de faire ce type de transformation. Alors, si on regarde bien un petit peu le substrat idéal pour pouvoir avoir un accès rapide aux isoquinoléines, eh bien, il faut qu'à un moment, on puisse avoir en main ce qu'on appelle un orthoimido alcine, donc des composés de ce type. Et on voit que quand on a une activation avec des métaux type palladium 2, cuivre 1 ou argent 1, comme on va le voir, eh bien, on va pouvoir avoir une réaction de cyclisation intramoléculaire, on parle souvent d'iminoannélation, et qui permet directement de construire ici le cycle pyridinique de ces structures isoquinoléines. Alors, cette stratégie a été à l'origine développée par le groupe de Richard Laroque, qui avait montré qu'en utilisant ce type d'orthoiodo terbutylimine, eh bien, en les mettant dans des conditions de couplage palladier, eh bien, on obtenait directement cette isoquinoléine avec en position 3 eh bien, cette aldéhyde masquée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un couplage de Sonogashira classique, et une fois que l'insaturation est installée ici, donc cette triple liaison va être activée soit par le palladium, soit par le cuivre, et j'y reviendrai juste après, de telle manière à avoir cette réaction d'imino-annulation, de telle manière à construire le cycle pyridinique de la structure isoquinoléine. Alors, il y a eu tout un tas de stratégies qu'ont utilisé un petit peu ces travaux de Richard Laroque, en particulier pour la synthèse de ce type de composé. Donc là, on va partir d'un dérivé orthobromoaldéhyde. Donc, dans un premier temps, on fait un couplage de type Sonogashira. Alors, c'est pas un couplage de Sonogashira, c'est un couplage palladier, car comme vous pouvez le remarquer ici, on n'a pas de cuivre. Donc, on va faire un couplage palladier ici pour introduire la triple liaison dans cette position. Ensuite, de manière séquentielle, une fois que ce couplage palladier est fait, on va rajouter de l'acétate d'ammonium, former l'imine in situ, et ensuite, cette imine va être soumise à une température de 150 degrés sous micro-ondes, de telle manière à avoir la formation du cycle isoquinoléine, et une fois de plus par réaction d'imino-annélation, et là, on peut voir qu'on a pu introduire en position 3 ce motif thiophène. Alors, juste pour terminer un petit peu cette chimie utilisant des métaux, je vous ai parler du palladium, qui est très utilisé. Et dernièrement, on a vu une application de ce type de réaction, non pas avec des imines, mais avec des oxymes et avec une catalyse à l'argent. Donc ça, c'est des travaux qui ont été publiés il y a quelques années. Donc les auteurs ont préparé ce type de dérivé. Et ici, vous avez cette fonction de type oxyme. Et là, vous allez avoir ici votre triple liaison. Donc, en mélangeant ce type de substrat avec un isocyanate, donc il y a tout un tas d'isocyanates qui sont commercialement disponibles, en présence d'une quantité catalytique de triflate d'argent, eh bien, on peut de manière très efficace obtenir ces plateformes de type isoquinoléine avec une fonction amino en position 1 et des substituants en position 3 et en position 6. De manière très efficace. Alors, du point de vue mécanistique, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est relativement simple. Ag+ va venir activer cette triple liaison. On va avoir une réaction d'annélation qui va permettre la construction du motif isoquinoléine. Donc, on va se retrouver ici avec un motif de type vinyle-argent, donc c'est des processus de type 6-endo-dig. Et lors de cette cyclisation, eh bien, on va faire apparaître un motif de type N-oxyde. Donc ce motif de type N-oxyde, dès qu'il apparaît, eh bien, va pouvoir réagir avec l'isocyanate qui est déjà présent dans le milieu, selon un processus de cycloaddition 3+2,
pour conduire à ce système tricyclique qui, par expulsion de CO2 et réarrangement et protodéméthylation qui va être faite grâce à l'acide triflique qui s'est libéré dans la première étape, eh bien, on peut obtenir le composé souhaité. Alors, il y a une chimie qui est très riche, qui a été largement exploitée sur ce type de structure. Et ce sont des structures qui ont été par la suite évaluées dans le cadre de la recherche pour de nouveaux composés pour le traitement de la dépression, donc des produits de type antidépresseur. Donc voilà un petit peu la vue d'ensemble qu'on souhaitait comment vous présenter sur cette chimie de l'isoquinoléine, sur l'isoquinoléine. Donc, en termes de conclusion, eh bien, une fois de plus, au sein de notre société, on a eu beaucoup de programmes de recherche dans lesquels la chimie hétérocyclique était, disons, la chimie clé pour la synthèse des produits qui nous étaient demandés. Et il y a eu aussi un certain nombre de composés de type isoquinoléine polysubstitués qui ont pu être préparés. Et c'est pour ça qu'on a souhaité un petit peu vous présenter à travers des travaux de la littérature les différentes difficultés, les différents problèmes qu'on a pu, à travers certains contrats, résoudre. Alors, je terminerai une fois de plus pour remercier l'ensemble de mes collègues et en particulier les chefs de projet pour toutes les discussions qu'on peut avoir, en particulier lors des points scientifiques, mais aussi lors des échanges qu'on peut avoir pour l'établissement de devis pour nos clients. Je voudrais aussi remercier une fois de plus Joanne Leblanc, qui a été mon premier relecteur concernant ce webinaire. Je remercie aussi, en quelque sorte, le service commercial Aurélie et Marie-Amélie pour l'organisation de ce webinaire. Et je voudrais aussi faire un petit clin d'œil parce que aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière pour la société Atlanchim, puisqu'on fête notre 17e anniversaire. Il y a 17 ans, Atlanchim Pharma a été créé, et à travers ces 17 ans, eh bien, on a fait, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup de chimie. On a fait plus de 1800 contrats, et à travers tous ces contrats qui nous ont été confiés par nos clients, eh bien, on a pu apprendre, les chefs de projet, les techniciens d'Atlanchim Pharma ont pu apprendre énormément de chimie. Et la chimie, ça reste quand même une science expérimentale. Et à travers tous ces contrats, eh bien, on a pu, disons, acquérir une expertise forte, à la fois en chimie hétérocyclique, mais aussi en glycochimie et aussi, bien sûr, en synthèse de produits marqués, puisqu'on a dépassé plus de 250 synthèses de produits marqués avec des isotopes stables, carbone 13, deutérium, azote 15, etc. Donc, c'était un petit clin d'œil qu'on souhaitait avoir concernant Atlanchim Pharma, qui l'année prochaine sera une société majeure, parce qu'elle aura ses 18 ans. Et comme à chaque présentation, eh bien, nous sommes prêts pour répondre à vos éventuelles questions ou bien sûr à vos commentaires. Et je vous remercie aussi pour votre attention, bien sûr. Alors, il y a quelqu'un qui me demande comment expliquer cette différence de réactivité entre les positions 1 et 3 de l'isoquinoléine, par exemple dans le cas du traitement du N-oxyde avec POCl3 ou dans les couplages de Suzuki. Ce qui se passe, c'est cette position, elle est coincée entre le noyau aromatique et l'azote, et les intermédiaires, par exemple, de type Messenheimer qu'on peut faire, ont une meilleure stabilité que les mêmes intermédiaires qui seront faits avec la position 3. Donc, on a une meilleure stabilisation des charges sur ce carbone 1. Et on voit ça d'ailleurs quand on regarde la densité électronique sur ce noyau isoquinoléine. Alors, il y a quelqu'un qui me demande quel est le rendement de la chimie du palladium par rapport aux autres techniques.
euh, la chimie du palladium pour construire le motif isoquinoléine ou pour les réactions palladiées. Alors, pour la construction des cycles isoquinoléines par la méthode développée par Laroque, euh, c'est pas si clair que ça. Si c'est le sens de la question, parce que Laroque a montré que dans certains cas, la cyclisation ne se faisait pas et c'est très dépendant de la nature du groupement R. Et il a montré, par exemple, quand on avait des groupements R avec des insaturations, le palladium 2 fonctionnait à merveille pour faire la réaction de cyclisation. Et d'ailleurs, il y a un exemple où il utilise un alcine vrai avec un cyclohexène. Donc la cyclisation se fait très bien. Et il refait la même chose avec un cyclohexane et la réaction de cyclisation ne se fait pas. Et d'une manière générale, les gens, quand il y a ce type de manque de réactivité avec le palladium 2, ils vont tout de suite au cuivre 1. Et le cuivre 1 est bien plus efficace pour faire ces réactions diminoa-annélation. Et il y avait par exemple des synthèses totales de produits naturels où les gens étaient obligés de faire une activation de la triple liaison pour la construction de l'isoquinoléine en faisant une réaction avec de CUI dans le DMF à 110 degrés. Donc, dans certains cas, le cuivre est sans doute bien plus efficace. Et il y a la chimie de l'or aussi qui marche très bien. La chimie de l'or, c'est pas surprenant, hein, c'est l'or 1, l'or plus, hein, est très efficace pour activer les triples liaisons. Alors, on me demande pourquoi on a utilisé le 2-nitrobenzène sulfonyle et non pas le chlore de tosyle dans la réaction de Pomeraz-Fritsch. Oui, effectivement, les auteurs de mémoire avaient essayé le chlore de tosyle, mais ils s'étaient rendu compte que le chlore de tosyle n'avait pas un caractère nucléofuge suffisamment important et ils étaient restés à l'intermédiaire avec le tosyle sur l'azote. Et ils étaient obligés, dans ce cas-là, pour reformer la double liaison, de faire un traitement avec TBOK. Et en utilisant un orthonosyle, qui est un caractère partant plus prononcé, eh bien, ils n'ont pas besoin de refaire une étape supplémentaire en utilisant une base forte. Oui, alors il y a une question qui est existe-t-il des techniques de fonctionnalisation directe de la position 1 de l'isoquinoléine sans passer par le N-oxyde? Alors bien sûr, il y a les réactions de Reiser, hein, on va traiter l'isoquinoléine par un chloroformiate. Ensuite, on introduit en position 1 un groupement cyanure, et après, on va pouvoir faire et ça, c'est souvent intéressant, ce que font les gens, c'est qu'une fois que le cyanure est rentré en position 1, on va faire une déprotonation de cette position 1, on rajoute n'importe quel type d'électrophile, et ensuite, on élimine à la fois le chloroformiate et à la fois le cyanure. Donc, c'est une méthode détournée pour faire des fonctionnalisations. Alors, on avait souhaité effectivement parler de cette réaction de Reichert, mais bon, pour des problèmes de temps, on ne l'a pas fait. Mais ça, c'est quelque chose qui marche effectivement très bien. Alors, la position 3 est toujours plus délicate et c'est, disons, des méthodes, par exemple, avec le palladium, hein, tout ce qui est immunoannihilation, palladium ou cuivre, qui est vraiment intéressant pour introduire des substituts en position 3, mais c'est plus difficile en partant d'une isoquinoléine en quelque sorte nue, sachant que la position 1 sera la position la plus réactive. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie encore tous et toutes pour votre participation et je vous dis à bientôt hein, pour le nouveau webinaire Atlanchim Pharma qui aura sans doute lieu, je pense, en novembre-décembre. Et entre-temps, il y aura une nouvelle lettre scientifique hein, qui vous sera envoyée.
Et en tout cas, merci encore et bonne fin de journée.